Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et vous écoutez We Talk, le podcast où on parle vrai, le podcast qui décomplexe notre rapport à l'échec. À 5 ans, je me rends compte que c'est soit je me bats, ou soit je sombre. Ce qui importe, c'est pas que ce soit arrivé, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Je n'ai pas peur de perdre ce pourquoi je me suis battu pendant 20 ans. Finalement, de quelque chose d'extrêmement dramatique, tu en as retiré de l'or. On va vivre des échecs, bien sûr, et ça fait partie d'un parcours, c'est normal. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et vous écoutez We Talk, le podcast où on parle vrai, le podcast qui décomplexe notre rapport à l'échec. Alors pourquoi un thème autour de l'échec ? J'aime à dire que les 15 dernières années de ma vie sont une ode à l'échec. Et je vous rassure, il ne s'agit pas du dernier best-seller qui cartonne dans les librairies. Bien au contraire. Mon palmarès est peu reluisant. J'ai travaillé en effet plus de 7 années, cœurs et âme, sur des projets qui n'ont pas décollé. J'ai également connu la patience d'un amour qui ne s'est pas concrétisé. Et il y a eu des amitiés chères qui se sont tragiquement brisées. Ces éléments mis bout à bout m'ont laissé un goût amer. Je me suis isolée, j'ai perdu confiance en moi. Et surtout, j'ai eu honte. Et pendant cette période, j'aurais aimé croiser des personnes au parcours atypique qui m'auraient aidé à prendre du recul sur mon histoire et m'auraient également aidé à être dans la gratitude des instants présents. Car qu'est-ce que la réussite ? Si ce n'est le fait de demeurer en mouvement, quoi qu'il arrive, et de se relever quand on est tombé. C'est la raison pour laquelle je donne la parole à des personnalités au parcours authentique, atypique, qui sauront par leur histoire m'édifier et vous édifier vous, qui m'écoutez en ce moment et qui peut-être traversez la tourmente de l'échec. Et très humblement, j'aimerais prévenir ceux dont le parcours semble tout tracé et vous dire que l'échec fait partie intégrante de l'équation de la vie. Car oui, aujourd'hui peut être difficile, mais demain offre toujours la perspective d'un meilleur. D'ailleurs, si vous souhaitez réagir, me laisser des mots doux, des commentaires, ça se passe sur Instagram, WeTalk-8TV. À ce propos, mon invité du jour, c'est Tristan Bannon. Merci Tristan d'avoir accepté mon invitation. Mais merci de m'avoir invité. Alors, j'ai pour habitude de présenter, d'introduire mes invités au travers d'un conte que j'ai concocté rien que pour chacun d'entre eux. Est-ce que tu es prête à écouter ton conte à toi ? Mais je suis honorée. Il était une fois une femme qui vient d'une terre qui fut jadis celle des contes des 1000 et une nuits, l'Iran. Tristan Bannon naît pourtant à Paris, dans un milieu cossu, un monde lisse et polissé. Laisse couler, ne fait pas de vagues. Son monde est régi par ses règles. La parole doit être dite comme il faut. Chaque mot est encadré, soupesé méticuleusement. La peur du scandale fait qu'on n'ose pas dénoncer tout haut ce qui se passe derrière les moulures des portes qui font rêver ceux qui vivent de l'autre côté du périph'. Ça nous l'aura-t-elle compris ? Une femme à l'alcool facile, qui dans ses moments d'ivresse et de colère, ne se lasse pas de lui asséner des coups. C'est dans ce silence de la parole que Tristan découvre la puissance de l'écrit. L'enfant livré à cette horrible personne sait comment prendre sa revanche. Armée de sa plume et du papier, elle écrit sa soif de liberté et de justice. Dans ses veines coule sans aucun doute la pulsion de justice et de liberté qui a jadis guidé son grand-père lors de la fuite de l'Iran à la chute du Shah. Une première bataille vient d'être gagnée. Puis vient 2003, année où l'homme haut placé, ce dignitaire de l'État, l'invite à une adresse inconnue. Au prétexte de lui avouer ses erreurs, il commettra un délit. DSK veut l'embrasser de force, il ose la tentative de viol. Pendant 8 ans, le silence que lui impose son milieu la ronge. Sa confiance en l'humain prend un sacré coup. Un soir de 2007, au cours d'un dîner télévisé, elle raconte. Tristan n'a malheureusement pas la tête de l'emploi. L'homme est encore trop puissant. Elle reçoit une pluie de moqueries. Les mots ne seront pas tendres. À cette époque, pas de mouvement MeToo. Les femmes, les hommes, les médias la pointent du doigt. La victime doit se cacher, s'excuser presque d'avoir dénoncé son bourreau. Et quelle infamie! Tristan a perdu une bataille, mais pas la guerre. Cet éternel optimiste qui fait confiance en la justice sait qu'un jour, aussi lointain soit-il, elle aura gain de cause. Aujourd'hui, Tristan Bannon a combattu son bon combat. L'agression sexuelle est reconnue, son statut de victime aussi. Par contre, son bourreau, lui, n'ira pas en prison. D'après la justice, les faits sont prescrits et le doute raisonnable subsiste.
La victime pleure certes, mais la citoyenne s'en réjouit. Car on ne peut être libre ici et maintenant si quelqu'un d'autre ne peut pas l'être lui aussi. C'est étonnant d'entendre une partie de sa vie, en tout cas des morceaux de sa vie, sous l'angle du conte. Bah écoute, j'étais ravie de pouvoir piocher comme ça, trouver des choses, des indices, etc. En tout cas, c'était pas évident parce qu'il fallait pouvoir ne pas mettre trop d'emphase forcément sur des choses parce que je pense qu'un être humain, il est bien plus grand que certains événements qui ont pu le marquer. Mais il fallait pouvoir trouver j'espère, un juste équilibre sur ce que moi je connaissais de toi et sur voilà. Et surtout, tu as pu constater que j'ai commencé dans l'écriture, en tout cas dans la publication de livres, mon premier livre publié parlait des erreurs et de ce que les erreurs nous apportent. Exactement. Et Erreurs avouées, mon tout premier livre s'appelait Erreurs avouées, et l'idée c'était vraiment, je me suis complètement reconnue dans la présentation que tu as faite de toi au départ, puisque j'étais moi-même en situation, je sais pas si on peut dire d'échec à cet âge-là parce que j'étais quand même très très jeune, mais en tout cas, je me posais beaucoup de questions et j'avais l'impression d'avoir déjà fait tout ce qu'il fallait pas faire en termes de choix professionnel. Et à chaque fois que j'allumais ma télévision, on ne me montrait que des parcours sans erreur, justement, des choses absolument, des parcours de réussite sans aucune sans aucune chute à aucun moment. Et c'était finalement assez peu inspirant parce que la réussite, on la salue, on peut la trouver exceptionnelle, mais elle nous enseigne finalement assez peu de choses. Si peu. Et je me suis dit, mais si tous ces parcours que je vois, tous ces gens qui ont chacun réussi dans des domaines tous différents, si ces gens-là acceptaient de me raconter leurs erreurs et surtout, parce que c'est ça l'intérêt, comment ils en sont relevés et comment ils l'ont dépassé, alors d'abord ça me prouverait qu'on peut commettre une série d'échecs ou une série d'erreurs et non seulement s'en relever, mais performer à la fin. Et en plus, ça me donnerait peut-être des clés sur comment moi-même ou ceux qui me liront se relever de leurs possibles erreurs. Donc je me suis fait exactement la réflexion que tu t'es fait en créant ce podcast et tu as été très avant-gardiste du coup sur WeTalk, j'ai envie de dire quasiment parce que je sais pas, mais en tout cas on a eu la même réflexion, on a eu le même cheminement intellectuel de se dire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on s'est comment dire ça, accordé sur complètement sur cet enregistrement de cet épisode. Complètement, et ça m'a rappelé une autre chose, c'est un ancien président de la République qui, dans un documentaire, vit presque en direct filmé pour ce documentaire un gros échec, et on le voit réunir sa famille et dire, je sais plus les termes exacts, mais il dit, on va traverser des moments difficiles, des moments compliqués, mais on va apprendre énormément. Et il y a aussi cette idée que c'est dans l'échec qu'on apprend, on est heureux de la réussite et on s'en satisfait et on a bien raison. Dans la foulée, il y a un président de la République qui a également dit, dans l'échec, on est tout seul. Dans la réussite, il y a tellement de monde. C'est vrai. Au moins dans l'échec, il y a que nous. Et on se fait face à ce moment-là. Quelle est ta définition de l'échec, Tristan? C'est une bonne question. Je sais pas s'il y a un échec véritable, en fait. Dès lors qu'on pense comme ce qu'on vient de dire, dès lors qu'on voit l'échec comme quelque chose qui va être structurant et enrichissant quelque part, l'échec, c'est un peu comme un labyrinthe, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation compliquée. Le point d'arrivée, c'est la sortie de la situation d'échec. Et la question, c'est de savoir comment on va arriver jusque-là. D'où l'intérêt de podcasts comme le tien, d'où l'intérêt, je l'espère, de ce livre que j'avais écrit à l'époque. Que j'ai adoré, moi, perso. C'est vraiment de nous aider à traverser ce labyrinthe. Mais l'échec, c'est un moment où on va être perdu dans le labyrinthe de la vie, quelque part. On aimerait tous que la vie ce soit une sorte de ligne droite de la naissance vers la réussite, mais ça se passe jamais comme ça. Et moi, la façon dont je vois l'échec, c'est tout à coup, on se retrouve paumé dans ce labyrinthe. Et on se demande vraiment, ça nous paraît insurmontable. On se dit, mon Dieu, j'arriverai jamais jusqu'à la sortie.
Et pourtant, on finit toujours par y arriver. Presque par miracle, finalement. On se dit, mais comment on a fait? On a toujours l'impression que c'est par miracle et en fait, je me dis que c'est toujours par persévérance et par instinct de survie quelque part, oui. Parce que finalement, il n'y a pas de labyrinthe qui n'ait pas une sortie. Et c'est en ça que l'échec est passionnant, parce que je m'en souviens quand j'étais enfant, ma mère qui a beaucoup de défauts en tant que mère, mais qui m'a montré un modèle en revanche de femme. Elle était entrepreneur, oui. C'était quelqu'un qui pensait comme un homme pour l'époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui créent des sociétés, qui s'assument, qui sont très avant-gardistes aussi. Ce qu'on a appelé un temps des célibatantes. Ouais. Voilà, à l'époque, il y a une quarantaine d'années, c'était quand même pas si courant. Ouais. Et je me souviens d'une fois où ma mère discute avec une de ses amies et je suis désolée, ça va être un peu vulgaire, mais son amie lui dit: mais pourquoi tu te retrouves toujours dans la merde? Et ma mère la regarde et lui dit: parce que peut-être qu'inconsciemment, j'ai l'impression de vouloir que tout se passe bien toujours, mais peut-être qu'inconsciemment, c'est un jeu que d'essayer de m'en sortir. Et voilà, et je me souviens de cette idée de se dire, quand on est dans une situation compliquée, on peut aussi voir le chemin vers la sortie de cette situation, oui. Comme une sorte de jeu. Et si on le prend comme une sorte de jeu, tout devient un labyrinthe dont on cherche à sortir, en fait. Peut-être que finalement elle se retrouve souvent dans la merde parce que finalement elle est en mouvement. Peut-être qu'on peut aussi voir ça de cette manière. En tout cas, si on ne subit pas les choses, oui. Comme une sorte de fatalité qui nous tombe dessus, alors que bien souvent on a ce sentiment quand même que voilà, que le sort s'acharne ou que franchement, la célèbre phrase, j'ai vraiment pas eu de chance. Oui. Bon, si on prend le dessus par rapport à ça, et si au lieu de subir, on prend l'ascendant en se disant voilà, la situation est comme ça, maintenant comment je m'en sors? Bonne question. Ça peut devenir même une sorte d'exercice intellectuel. Comment je m'en sors? Voilà, c'est quand on est enfant, on fait des réussites, on fait quand on va dans des parcs d'attractions, on adore se perdre dans des labyrinthes. Pourquoi on perd en grandissant ce jeu, ce goût du jeu d'être dans une situation compliquée et de devoir s'en sortir? Ça nous amuse énormément, enfant. Peut-être parce que la société nous a formatés, nous donne le sentiment que ce qui vaut, c'est d'être, c'est la réussite. Bah oui. Et qu'est-ce que c'est pour toi la réussite? Mais d'abord, je voudrais comprendre. Oui, bien sûr. D'abord, je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis. C'est peut-être ça le problème, c'est que la société valorise trop la réussite, oui. Au lieu de relativiser l'échec et de le voir comme un moyen de s'enrichir finalement, de s'enrichir intellectuellement évidemment. Oui. Et qu'est-ce que la réussite? Bah, c'est peut-être le moment où ce qu'on vit est en accord avec ce qu'on a envie de vivre. C'est peut-être la seule réussite. Je vais te donner un exemple qui prouve qu'il y a, selon moi en tout cas, qu'il n'y a pas de définition figée de la réussite. J'ai des amis qui se sont battus des vies entières pour avoir des enfants, qui ont tout essayé, et même pour certains auxquels je pense qu'ils essayent encore. Et c'est un vrai chemin de croix, c'est un parcours physique, mental, moral, compliqué, financier, compliqué. Si un jour, j'espère que ça arrivera, si un jour ils arrivent à avoir un enfant, ça sera le summum de la réussite pour eux. Ils auront tout d'un coup l'impression d'avoir réussi leur vie. Alors que par ailleurs, ce sont tous les deux des personnes qui professionnellement ont des réussites complètement dingues, qui familialement ont des réussites familiales dans le sens où tout le monde s'entend avec tout le monde, il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'engueulade, il n'y a pas bon. Mais il y a ce truc-là. Et s'ils y arrivent, ça sera leur réussite dans la vie. Et je ne sais pas si on connaît tous, mais en tout cas, je connais des personnes qui ont eu des enfants qui n'étaient pas désirés. D'accord. Et c'est le plus grand accident de leur vie quelque part. Alors ils ont appris à aimer ces enfants, mais c'est le moment où on leur annonce qu'il va y avoir un enfant, c'est quelque chose de très douloureux. Comme quoi la réussite c'est pas quelque chose de figé, parce que la réussite des uns est l'échec des autres quelque part. Exact. Alors dans les deux cas, et c'est ça qui est aussi assez passionnant,
c'est qu'on arrive à retourner les choses. C'est que l'échec de cette grossesse non désirée est devenu une histoire, entre guillemets, d'amour, parce qu'on peut pas le dire comme ça, mais oui, une histoire d'amour entre une mère et son enfant, Oui. Mais qui a dû s'apprendre, qui a dû être compliqué. Il a fallu accepter cette grossesse qui est arrivée en plus dans une situation un peu compliquée. Et de l'autre côté, si l'enfant arrive, ce sera une réussite, mais s'il n'arrive pas, je suis absolument convaincue qu'ils arriveront à retourner tout ça et à chercher la façon dont ils vont pouvoir transformer ça. Est-ce qu'ils adopteront? Est-ce que, je sais pas. Comment est-ce qu'ils pourront transformer je sais pas comment finalement ils cette difficulté mais en ils quelque chose de, voilà, en une réussite. Et donc la réussite en soi, ça veut rien dire, parce que pour les uns, ça va être de gagner très bien leur vie. Et la personne dont je parle qui rêve d'avoir un enfant, elle gagne très très bien sa vie. Et elle n'a pas le sentiment d'avoir réussi quoi que ce soit pour l'instant. Parce que c'est pas ça, son objectif de réussite. Exact. Et il y en a, ça va être d'avoir des enfants. Il y en a, ça va être de parcourir le monde. Il y en a, ça va être... La réussite, c'est de vivre, selon moi en tout cas, si je dois donner une définition, c'est de vivre tout à coup un moment qui est en adéquation avec ce que l'on a envie de vivre. Exactement. Si on a envie d'avoir une grande réussite financière, bah tout à coup on a la grande réussite financière. Si on a envie d'avoir des enfants, bah on a des enfants. Le moment où les deux se rejoignent, où nos envies rejoignent la réalité, oui, c'est ça la réussite, quelle que soit l'envie et quelle que soit la réalité. Ah, ça c'est bien dit. Je suis complètement d'accord. Au moment où les envies rejoignent la réalité, c'est clair qu'on se dit on a réussi. Voilà. En tout cas, il y a une satisfaction. On a réussi quelque chose. Là, pendant un petit moment, il y a un truc qui est une réussite, personnelle. Après la réussite, oh là. Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que ça existe? On a mis un petit peu la charrue avant les bœufs. Je t'ai présenté moi au travers de mon compte. Mais toi, que dis-tu de toi? Comment tu te définis? Comment tu te présentes, Tristan? Oh là là. Comment je me présente? Je saurais pas dire comment je me présente. J'ai beaucoup de mal à me définir, puisque j'ai beaucoup de mal avec toutes les cases et avec toutes les assignations. Et finalement, quand on se définit, on se choisit ses cases, mais ça reste des cases. Il y en a peut-être quelques-unes qui sont en accord avec toi même. Oui, bien sûr, mais néanmoins, si je me réduisais à ces cases, ça me gênerait. Mais oui, si je dois en choisir, je suis quelqu'un de conviction, ça c'est certain, de combat aussi. Voilà, si je devais avoir une qualité quelque part et qui me définit, c'est que j'ai jamais eu peur du combat. Oui. Jamais. Et j'ai jamais été longtemps, parce que enfant je l'ai un peu été, et puis même jeune je l'ai un peu été, mais j'ai jamais longtemps été capable de ranger mes convictions par crainte. Mes convictions ont toujours été plus fortes que tout. Donc de là découle tout le reste. De là découle la mère que je suis, de là découle la femme que je suis pour mon mari, de là découle la collègue, mais nous on s'appelle pas comme ça, on dit on dit les amis entre nous que je suis pour les personnes avec qui je travaille, avec qui je travaille au sein du journal dans lequel je travaille à Franc-Tireur. Tout ce que je fais et tout ce que je suis au quotidien découle d'une première vérité qui est que ce sont mes convictions qui me guident. D'accord. C'est la personne convaincue que tu es. Oui, c'est-à-dire c'est pas mes envies, c'est pas des aspirations. Oui. Je suis comme tout le monde, j'ai des envies, j'ai des aspirations, j'ai des rêves, mais c'est même pas mes rêves qui me poussent au quotidien, c'est vraiment les convictions. Je suis capable de mettre de côté mes rêves, mes ambitions, mes envies. Je suis capable de mettre tout ça de côté pour mes convictions, mais je suis difficilement capable de mettre mes convictions de côté. Et cette femme combative, donc convaincue que tu es, dans son parcours, quels sont ses échecs? Oh, plein. Mon Dieu, plein. Et déjà, les fois rares où j'ai rangé mes convictions par peur, par névrose aussi, parce que Est-ce que tu peux citer un cas précis? Tu parlais tout à l'heure de cette fameuse émission chez Thierry Ardisson où je raconte ce qui m'est arrivé, la tentative de viol que j'ai subie, mais où je le raconte tel que j'ai l'impression qu'on veut que je le raconte, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'une émission de télévision qui est une émission de divertissement, qui est une émission parisienne, joyeuse, qui se veut aussi assez subversive, donc j'essaye de le raconter comme on veut que je le raconte, donc en
en riant trop, en prenant trop de distance, en donnant l'impression que tout ça n'est pas si grave, parce que c'est une émission de télévision et parce qu'on à ce moment-là on fait de la télé. Oui. Et je me dis que c'est ce qu'il faut faire. Et en réalité, c'est pas ce qu'il faut faire. En réalité, ça serait à aurait refaire. fallu faire? Ce serait à refaire au moment où Thierry me demande, je sais plus exactement comment il le dit, mais quelque chose du style, toi, Tristan, il t'est arrivé quelque chose avec un homme politique. Je pense que ce serait aujourd'hui, je dirais oui, mais si j'en ai envie, j'en parlerai à la justice. Et tant que je le fais pas, ça n'a rien à faire sur une émission de télévision. Et si vraiment vous voulez qu'on en parle, je vais un peu casser l'ambiance en fait. Oui. Donc oui, amener comme ça aurait cassé l'ambiance de cette émission. Oui. Évidemment. Et en même temps, et c'est pour ça que je dis que les échecs sont pas forcément des échecs. Si c'était à refaire, je le ferais comme ça. Mais ce serait quoi le résultat? C'est la question que j'allais te poser. Le résultat, c'est qu'en 2011, quand l'affaire DSK éclate aux États-Unis avec Nafissatou Diallo, il n'y aurait aucune preuve d'une antériorité d'un événement similaire. Exact. Il n'y en aurait pas. Wow. Et donc, finalement, ce moment où je raconte sans doute mal les choses, où on fait tous de la télévision autour de cette table avec que ça existait. Mais voilà, d'abord, on retient beaucoup de choses. On retient que ça a existé, que ça n'est pas un récit que j'invente a posteriori, et ça raconte une époque aussi. Oui. C'est-à-dire que j'en veux toujours beaucoup à ceux qui tombent quelque part sur tous ceux qui sont autour de cette table. Et attention, je défends pas des amis. Je crois qu'il y en a aucun qui est un ami. Mais ceux qui sont autour de cette table, certes, rient et eu égard à tout le chemin qu'a fait la société depuis, c'est choquant. Oui. Mais ça n'est jamais qu'une version filmée de l'état d'esprit d'un moment, et ça se passait comme ça dans tous les dîners pas filmés, avec tout un tas de gens qui aujourd'hui disent « Ouh, c'est mal, regardez ces gens qui rient autour de la table ». Mais soyons très clairs, c'est une époque. Oui. On a le droit de faire le procès de cette époque, mais c'est une époque. Je veux bien qu'on fasse le procès de l'époque, et il faut le faire. Souvent, je participe à cette, en tout cas à l'analyse de cette époque. Oui. Mais on peut pas faire le procès de ces gens-là autour de la table, parce que ces gens-là autour de la table, ils sont le reflet de leur époque. Oui. Donc oui, on peut toujours s'amuser à dire qu'ils auraient dû être mieux que tout le monde. Mais enfin bon. Et qu'est-ce que ça t'a enseigné finalement d'avoir parlé, d'avoir participé à cette émission? Qu'est-ce que tu en as retiré quelques années plus tard? D'un point de vue personnel, hein. De comprendre l'évolution qu'on était en train de vivre vraiment de façon très prégnante. C'est-à-dire que j'ai vécu cette émission, j'ai vécu 2011 l'affaire Nafissatou Diallo, puis la mienne d'affaires évidemment, puis MeToo aux États-Unis, puis l'arrivée de MeToo en France, et donc ça m'apporte d'avoir l'impression de sentir les choses évoluer du cœur de la matrice, quoi, quelque part. Oui. J'ai l'impression d'être à chaque fois au plus proche. On peut pas faire plus proche. Exactement. Finalement. Non. Tout ce qui est symptomatique des changements d'une époque, de cette émission de Thierry qui raconte toute une époque et tout un état d'esprit, à ce qui se passe aujourd'hui où petit à petit, par mes combats, par mes prises de position, je le raconte et je le commente en temps réel. Oui. En passant par le MeToo américain, le MeToo français, et donc nécessairement par des gens qui, quand ils vont essayer de changer les choses, vont aussi me contacter, parce que voilà, c'est logique. Ça me donne un angle de vue dont j'ai l'impression qu'il y a finalement pas grand monde qui l'a. Je suis pas la seule, évidemment, on est quelques-uns, mais ça donne une pas une expertise, c'est pas le bon terme, mais en tout cas un regard plus objectif. C'est exactement ça, c'est un regard. Oui. Un regard, je sais pas s'il est plus objectif, mais en tout cas, il voit changer les choses. Oui. Pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, parce que
Il y a des choses merveilleuses dans le changement d'époque, dans cette révolution sociétale et dans le monde post-MeToo. Il y a des choses merveilleuses. D'ailleurs, il est symptomatique qu'on soit obligé de dire que c'est merveilleux parce que en soi, on pourrait dire qu'il y a des choses normales. Bah oui, ça, voilà. je dirais plutôt que c'est normal. Voilà. Mais c'est merveilleux que ça se soit passé, que ça se passe et qu'on s'en soucie et que les choses bougent, voilà. Et il y a des choses qui, à mon sens, vont beaucoup trop loin et sont dramatiques. Donc, telles que l'abandon progressif de l'état de droit, comme l'opposition voulue par certains courants féministes entre le féminisme et la justice. Oui. Tout ça, je trouve ça terriblement triste. Comme tu trouves qu'il est aujourd'hui que le féminisme aujourd'hui a un côté extrêmement sentencieux, peut-être? Je ne sais pas. En tout cas, sur ces questions-là, je pense qu'il se fait parfois de mauvais ennemis, qu'il refuse parfois des amitiés nécessaires. La justice n'est pas l'ennemi du féminisme. Oui. Ça peut être et ça doit être son allié. La police n'est pas l'ennemi du féminisme, l'état de droit n'est pas l'ennemi du féminisme, l'homme n'est pas l'ennemi du féminisme. Oui. Certains hommes sont les ennemis du féminisme, mais l'homme en tant que tel peut être le meilleur allié des féministes. À ce propos, toi qui as justement vécu dans ta chair une agression, enfin en tout cas une tentative d'agression, comment est-ce que tu prends en général, on dit que la présomption d'innocence, c'est un peu l'échappatoire des violeurs, des agresseurs. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en dis? Je combattrai toujours contre cette idée qui est partiellement vraie pourtant. Oui, parfois la présomption d'innocence sauve des agresseurs. Évidemment, oui. Évidemment. Mais comment on le vit quand on est victime? Mais il faut jamais oublier que c'est pas son objectif. La présomption d'innocence, elle prévient de l'erreur judiciaire. Oui. Et moi, je suis très voltairienne. Je préférerais toujours, pour le plagier, je préférerais toujours hasarder de sauver un coupable que prendre le risque de condamner un innocent. Oui. Donc, évidemment, si on considère que pour mettre quelqu'un en prison, il faut nécessairement des éléments de preuve, oui. Et c'est ma conviction et c'est la conviction de notre droit. Alors oui, effectivement, l'agresseur qui arrive à faire en sorte qu'il n'y ait pas de preuve de son crime se retrouve sauvé, évidemment. Mais parce que en France, on est présumé innocent tant que une instruction n'a pas prouvé votre culpabilité, donc tant qu'il n'y a pas des éléments de preuve qui prouvent votre culpabilité. Et tant qu'il y a un doute, tant que le doute subsiste, le doute profite à l'accusé. Bien sûr. Et à chaque fois que dans l'histoire de notre pays, on n'a pas appliqué cette règle élémentaire, on a des exemples, l'affaire Calas en est un, et ben on a pris le risque, et parfois on a puni, tué, torturé, emprisonné des innocents. Et alors oui, en tant que victime, quand on vit cette situation où le doute profite à l'accusé, c'est très exactement ce qui s'est passé dans le cadre de ma plainte pour tentative de viol, parce que tu l'as dit, l'agression sexuelle a été reconnue, qui était prescrite, et la tentative de viol a été abandonnée faute d'éléments de preuves suffisants. Donc la victime que j'étais, évidemment, a été triste. Je vais pas mentir. Évidemment. La citoyenne que je suis est heureuse de vivre dans un pays où, quand on n'a pas suffisamment d'éléments de preuve, on ne met pas les gens en prison pour 10 ans. En gros, évidemment. C'est la citoyenne convaincue qui arrive à faire finalement la part des choses. Oui, c'est aussi ce qui fait qu'un échec n'est jamais tout à fait un échec. Exact. C'est un échec personnel. Oui. Mais c'est une victoire républicaine quelque part. C'est une victoire de l'état de droit. Wow.
on ne met pas en prison quelqu'un sans élément de preuve. Wow. C'est capital. Et à toutes celles et à tous ceux qui me disent mais non, il faut une présomption de véracité, il faut une présomption de sincérité, il y a plusieurs noms que l'on peut donner, et qui considèrent que la présomption d'innocence est quelque chose limite pour certains qui sont très très radicaux, qui auraient presque été inventés pour sauver des agresseurs. J'ai envie de leur dire d'aller faire un petit tour en Biélorussie, par exemple, où il n'y a pas de présomption d'innocence. Eh bien, je peux te jurer que les victimes sont pas mieux traitées. Oui. La présomption d'innocence, c'est quelque chose qui, en plus, protège tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier aussi que celle qui est victime aujourd'hui peut se retrouver accusée demain. Exact. Et typiquement, dans les plaintes pour agression, Oui. que ce soit des agressions sexuelles ou que ce soit des agressions, des violences physiques, très souvent, une fois l'affaire classée ou en tout cas peut-être qualifiée, ou quand on n'obtient pas de gain de cause, en tout cas, la personne qui a été accusée se retourne contre la plaignante et porte plainte en dénonciation calomnieuse. Exact. On est quand même bien content qu'il y ait la présomption d'innocence à ce moment-là. À ce moment-là, oui, clairement. Et puis ça peut arriver à énormément de moments, et d'ailleurs c'est assez amusant, c'est cynique mais amusant de voir que parfois les personnes qui ont été les plus virulentes pour combattre la présomption d'innocence se retrouvent, par les hasards de la vie, accusées. Et là, bizarrement, ils changent quand même de façon de voir la vie et de façon de voir les choses. Alors, parfois, quand ils sont les plus malhonnêtes, ils s'en sortent par des pirouettes en disant que ça n'a rien à voir et que, en gros, dans les autres cas, il faudrait faire tomber la présomption d'innocence, mais pas dans le leur. Et parfois, et ça m'est arrivé, que des gens finissent par me contacter en disant, en fait, vous aviez raison. La présomption d'innocence, c'est la garantie de la liberté de notre société. Et le fait que la présomption d'innocence, ça fait que nous sommes tous égaux quelque part. Exact. Il faudrait peut-être pas qu'on l'oublie. Il faut pas l'oublier. Et quand on me cite les États-Unis, par exemple, qui ont une charge inversée de la preuve, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand vous êtes accusé, c'est à vous de prouver que vous êtes innocent. Oui. Ce qui est terriblement compliqué, parce que parfois, comment prouver ce qu'on n'a pas fait? Ça, on pourrait en parler pendant des heures, mais en tout cas, aux États-Unis, voilà, ça se passe comme ça. Eh bien, ce modèle, pour certains, aboutit à une justice des riches. Parce qu'aux États-Unis, vous pouvez payer. C'est organisé, les choses sont prévues. Vous pouvez payer pour être libre. Vous pouvez payer, trouver un arrangement financier avec la personne qui vous accuse. Exactement. Et vous trouvez des arrangements financiers. Donc, est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut d'une justice où, globalement, si vous êtes accusé demain, vous ne pourrez pas nécessairement prouver votre innocence, mais si vous êtes riche, tant mieux pour vous. Vous pourrez négocier avec la plaignante. Si vous ne l'êtes pas, j'ai envie de dire tant pis pour vous. Hein. Est-ce pour cette raison, d'une certaine manière, que tu n'as pas voulu, au moment où il y a eu l'affaire Nafissatou Diallo, tu n'as pas voulu porter plainte à ce moment-là? Non, en fait, c'était très étrange. Quand l'affaire a éclaté le 15 mai 2011, j'ai lu, comme tout le monde, le récit de Nafissatou Diallo, et il y a tellement de choses qui ressemblaient à ce que j'avais vécu que je peux le dire, parce que je l'ai même dit très peu de temps après, j'ai d'abord cru que c'était un coup monté. Vraiment. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils ont fait un copier-coller de ce qu'ils m'ont entendu dire, et vraiment, je me suis dit, ce truc est dingue. D'accord. Après, très très vite, on a eu d'autres éléments, et j'ai acquis la conviction profonde qu'évidemment, ça n'était pas un coup monté. D'ailleurs, ça ne tenait pas la route 30 secondes, l'histoire du coup monté. Mais je me suis dit, il faut pas qu'on puisse penser, justement, que c'est un coup monté. Et si je porte plainte, peut-être que des gens vont penser que tout ça est organisé, que c'est un coup monté. Et donc, je ne voulais pas que une plainte de ma part ait des conséquences sur la plainte de Nafissatou Diallo, et que tout ça puisse se mêler et puisse éventuellement lui nuire ou aboutir à toute autre chose que ce qui aurait été l'objectif initial. Après, c'est pour ça s'est vraiment fait en plusieurs temps, et c'est sans doute aussi pour ça que j'ai mis vraiment longtemps avant de me décider. Après, elle a été attaquée de façon dégueulasse, ignoble, et ayant, moi, acquis la conviction
qu'elle disait la vérité. Oui. Conviction qui ne reposait pas sur rien. Hein. Mon avocat était allé aux États-Unis, avait vu des éléments du dossier. Oui. Enfin voilà, c'était pas juste c'est une femme et je la crois. C'était pas du tout ça. J'ai toujours été contre cette idée qu'on croyait des gens par principe. Uniquement parce que c'était une femme ou uniquement parce que mais pourquoi mentirait-elle? D'abord, on n'en sait rien, il peut y avoir plein de raisons de mentir. Voilà, et je ne remets pas non plus en cause la parole des femmes qui parlent. Oui. Je pense qu'il faut les respecter et les écouter, mais le on te croit entre guillemets militant, c'est toujours quelque chose avec lequel je me suis sentie mal à l'aise puisque je considère que pour croire ou ne pas croire, il faut avoir des éléments. C'est très factuel. Oui, c'est parce que je pense que le monde n'est pas si simple et qu'il n'y a pas d'un côté les menteurs et de l'autre les gens qui disent la vérité. Il peut y avoir plein de choses. Le souvenir peut flancher. Oui, peut faire défaut ou en tout cas peut transformer des réalités. Oui. Il peut y avoir plein d'éléments extérieurs qu'on ne connaît pas qui font que parfois l'histoire telle qu'elle est racontée n'est pas exactement celle qui s'est passée. C'est bien pour ça qu'il y a des enquêteurs, qu'il y a des instructions qui sont diligentées et qui font qu'on cherche des éléments. En l'occurrence, voilà, j'avais acquis cette conviction, j'avais envoyé mon avocat aux États-Unis qui avait pu voir le dossier et j'avais la conviction, d'après les éléments que j'avais en ma possession, en tout cas que mon avocat avait vu, qu'elle disait la vérité. Oui. Et de plein d'autres éléments qui me faisaient dire qu'elle disait la vérité. Et à ce moment-là, c'est sans doute le moment où finalement il y a un début de MeToo qui est né. Oui. Parce qu'à ce moment-là, quand j'ai vu qu'elle se retrouvait attaquée de façon tellement dégueulasse, Et mais toi aussi, tellement tu l'as été dégueulasse. Également. Moi aussi, mais ça fait toujours un effet différent quand c'est quelqu'un d'autre. Oui, d'accord. On est toujours plus solide pour soi-même que pour les autres. J'ai rarement d'empathie avec moi-même, j'ai plutôt de l'empathie pour les autres. Et c'est là où j'ai eu envie de dire MeToo quelque part. Parce que autant, comme je viens de te le dire, j'ai du mal à dire, et c'est pas que j'ai du mal, je le dis pas d'ailleurs, je te crois ou on te croit. Oui. J'ai souvent reçu même à la maison des femmes qui sont venues ou me demander des conseils, me raconter leur histoire. Oui. Et je leur ai toujours dit que voilà, je n'avais pas à me prononcer sur le fait que ce qu'elles me racontaient était vrai ou pas. En revanche, j'avais à les aider du mieux possible pour faire entendre leur voix. Ça, oui. Et pour qu'elles soient le moins attaquées possible, Oui. qu'elles soient le mieux défendues possible, qu'elles aient autour d'elles les meilleures personnes pour porter leur voix. Mais moi, j'ai pas à dire à quelqu'un si je la crois ou si je la crois pas. C'est pas mon rôle et je me sens mal à l'aise avec ça. Mais autant je me sens mal à l'aise avec le on te croit, Oui. autant je n'accepte pas qu'on dénigre une femme qui témoigne de quelque chose. C'est de même que je me sens très 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 mal à l'aise avec les lynchages des personnes mises en accusation. Oui. Très 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 mal à l'aise. En fait, j'ai l'impression qu'on est parti d'un lynchage injuste des plaignantes Oui. à un lynchage, pas toujours, parce que parfois il y a tellement de témoignages qui s'accumulent que bon, mais parfois à des lynchages injustifiés a priori. C'est-à-dire a priori avant de savoir quoi que ce soit des dossiers, des personnes mises en accusation, et aucune de ces deux situations me convient. Je pense que dans ces affaires-là, il faut savoir raison garder, il faut être très respectueux de la parole des personnes qui viennent témoigner de quelque chose et qui portent plainte, parce que c'est tellement difficile de porter plainte et c'est tellement difficile d'essayer de faire entendre sa voix. Oui. Et ça, c'est capital, il faut être respectueux, il ne faut pas dénigrer cette personne, il ne faut pas la lyncher. Et il faut être respectueux de la présomption d'innocence de la personne qui est mise en accusation. Oui. Il faut la respecter. Il faut aussi entendre sa voix. Ça, on l'oublie beaucoup ces temps-ci, mais il faut aussi entendre sa voix. Et voilà. Et après, laisser la justice faire son travail. C'est à la justice de trancher ces affaires-là. Les éléments qui sont présentés. Moi, je suis de plus en plus choquée par des moments que nous vivons tous où on a des déballages, vraiment pas juste. Et il y a le devoir d'informer qui est important. Il faut dire quand il y a des actions en justice, quand quelqu'un est mis en accusation. Il faut le dire d'abord parce que ça peut éveiller d'autres paroles. Des personnes qui ont vécu la même chose, j'en suis la preuve. Des personnes qui ont vécu la même chose en étant informées d'une plainte peuvent se dire ah mais moi aussi j'ai vécu quelque chose avec cette personne. Voilà, donc c'est important d'informer.
c'est important de donner les éléments factuels qui sont rendus publics. Après, on doit attendre que la justice fasse son travail et on ne doit pas faire, comme je le vois de plus en plus souvent, des procès populaires. Vraiment, où chacun y va de son petit avis, où chacun analyse une image, une séquence, une prise de parole d'il y a 10 ans, quelque chose, et où on a l'impression, moi je me pose à chaque fois la question. On devient tous des juges, on devient tous des juges, des Colombos. Tout ça est très malsain, et je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, sur un plateau de télévision, j'ai posé la question de savoir quel est l'objectif. Quel est l'objectif de tout ça? Quel est l'objectif de délivrer tout ça à tous? C'est quoi? C'est que le peuple décide, pousse vers le haut, pousse vers le bas? Ça me fait penser aux arènes à l'époque. C'est ça. Quel est l'objectif? Quand on nous donne plus que le factuel. Oui. Qui peut Finalement, permettre... c'est l'émotionnel qui l'emporte. Voilà. Quel est l'objectif de rivaliser d'informations émotionnelles sur la personne mise en accusation? Quel est l'objectif, si ce n'est de ne pas respecter le temps beaucoup trop long de la justice et de faire une sorte de jugement a priori avec tous les éléments qu'on pourrait recueillir et ma foi, le peuple décidera. Et ça, moi, ça me pose un gros problème et je rappelle toujours quand même quelque chose que nous avons tous vécu, alors peut-être pas les plus jeunes, mais enfin quand même, c'est Dominique Baudis. Dominique Baudis se retrouve mis en accusation et il va s'en expliquer au cours d'une interview très connue à la télévision et il va transpirer. Oui. Et parce qu'il va transpirer, tout le monde va analyser cette séquence comme étant la preuve de sa culpabilité. Il était innocent. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours terrifiée parce qu'il y a les exemples historiques, il y a l'affaire Calas, il y en a d'autres, il y a toutes ces affaires. Il y avait eu un livre excellent de Jean Telet qui s'appelle Mangez-les tous et qui part d'un fait divers authentique, qui se passe, c'est loin dans ma mémoire parce que c'est un livre qui est sorti il y a très longtemps, mais qui se passe dans un petit village où il y a un des habitants du village qui passe et qui est assez taciturne et qui parle pas à grand monde, et il se trouve qu'il y a eu un vol, je crois que c'est un vol, je sais plus bien, un vol je crois, qui est commis dans ce village, et deux paysans parlent entre eux et ils disent lui il parle jamais à personne et tout, et bref, de fil en aiguille, tout le monde parle, tout le monde va décider que c'est lui, et il va se retrouver lynché pendant la nuit, toute une nuit, lynché, écartelé, on va torturé vivant. Non, c'est une habitude populaire au final. Voilà, faut toujours se méfier de la fièvre de la foule. Oui. Et il va se retrouver même brûlé, si je m'en souviens bien, brûlé. À ce propos, Tristan, comment on fait pour sortir d'une épreuve telle que celle-là, quand on est comme ça lynché par la vindicte populaire? Comment on sort comme un phénix, on se remet d'une telle épreuve? Alors je pense... Comment tu t'en es remise? Moi, j'ai toujours essayé de comprendre... En fait, si je devais donner une sorte de conseil qui ne vaut que quand c'est un lynchage populaire quelque part, c'est que quand des gens qui ne vous connaissent pas vous détestent, vous insultent ou vous crachent dessus, c'est qu'il y a autre chose que vous qui les dérange. Donc, ça n'est pas vous. Ah, c'est important. Mais oui. Je pense que ce que tu viens de dire, parfois, tu sais, quand on est dans le vraiment au creux de la vague et que tout le monde donne le sentiment qu'on a tort. Alors, peut-être qu'on n'a pas tort. C'est que peut-être il y a bien plus que notre propre personne. En tout cas, voilà, il y a nécessairement plus que nous. Moi, quand je voyais des gens dans la rue qui parfois me crachaient dessus, des insultes que je recevais, même, je me souviens, j'allais dire d'un ami, mais c'est plus un ami, je l'ai jamais revu depuis. En tout cas, quelqu'un qui déjeunait chez moi quelques jours avant le 15 mai 2011 et qui me racontait ses problèmes conjugaux et voilà, j'essayais de lui remonter le moral et qu'il ne m'a plus jamais parlé après le 15 mai, sachant que le 15 mai, c'est au moment où l'affaire Nafissatou Diallo éclate. Moi, j'ai rien fait encore. Oui. J'ai rien fait. Rien. J'ai même pas pris la parole. J'ai rien. Et qui m'a envoyé un message très sentencieux et très violent. Et donc, il y a les gens qui ne vous connaissent pas, qui vous insultent. Il
il y a ceux dont vous pensez les connaître et qui vous insultent aussi. Et donc très vite, je me suis dit, en fait, c'est pas moi. Oui. C'est pas moi, parce que cet ami, par exemple, 2 jours avant, il m'aimait beaucoup, donc c'est pas moi, et ces gens, ils me connaissent pas, donc c'est pas moi. C'est toute cette haine, elle est pas contre moi, elle est contre ce que je représente à un moment. Donc, qu'est-ce que je représente à ce moment? Je représente celle qui, dans leur tête, fait tomber les espoirs de la gauche. Oui. Celle qui, dans leur tête, fait tomber les espoirs de toute une population qui n'est pas nécessairement de gauche, mais qui est compatible avec Dominique Strauss-Kahn. Donc, le centre droit, tout ça. D'ailleurs, il faudrait dire qu'il était favori pour il était favori à la présidentielle, et il réunissait bien plus que son camp. Donc ça fait beaucoup de gens qui sont déçus d'un coup. Oui. Et qui te tiennent quasiment responsable. Bien sûr, parce que dans leur tête, qu'importe ce qui s'est passé aux États-Unis, dans leur tête, il y a quelqu'un en France qui a tiré une balle dans le pied de leurs espoirs, quelque part. Donc c'est ça. Après, il y a aussi toute une catégorie d'hommes qui refusent de regarder tout d'un coup cette réalité en face. Parce que il faut se souvenir ce que c'était que cette époque-là. On parle on est plus dans le charme, dans le charme à la française, dans ce côté un petit peu séducteur où on peut se permettre de dire de certaines choses avec une certaine facilité. Exactement. Et il y a une sorte de petite spécificité française dont tout d'un coup, tout un tas d'hommes ont l'impression qu'on leur dit c'est la fin de la récré, il va falloir le retirer, alors que c'était pas du tout mon propos. Moi, j'adore la drague à la française, j'adore le French kiss, j'adore j'adore tout ce romantisme un peu c'est juste que quand ça devient délictuel, ça me plaît plus, et quand ça devient criminel, n'en parlons pas. Qu'est-ce que tu as pensé du droit qu'on nous laisse nous être importunés c'était tellement mal dit. C'était très mal dit, mais c'était une tribune, je m'en souviens, notamment signée par Catherine Deneuve dans Le Monde. Exactement. Et elle s'est fait, c'était le droit d'être importuné, je crois. Oui. Le droit d'être importuné. Et elle s'est fait, elle, alors que c'est pas elle qui avait écrit la tribune d'ailleurs, elle ne l'avait que signée, elle s'est fait lyncher, on l'a traitée d'antiféministe, enfin voilà. Et pour la petite histoire, j'ai fait la semaine d'après ou 2 semaines après une tribune, je sais plus si c'était dans Le Monde aussi, ou Libé ou Le Figaro, c'est comme les marques à la télé, faut en dire 3. Non, je sais plus dans quel titre c'était, peut-être Le Monde, pour essayer de dire qu'on ne pouvait pas dire que quelqu'un comme Catherine Deneuve n'était pas féministe, c'est faux, c'est malhonnête, ça n'a aucun sens, et que il fallait essayer de se départir du dogmatisme, essayer de comprendre un peu ce que ces femmes avaient voulu dire. Il faut voir que quelqu'un comme Catherine Deneuve, ce sont des femmes qui se sont battues pour l'égalité des textes, que nous n'avions pas. Elles se sont battues pour le droit au chéquier, elles se sont battues pour le droit à l'avortement, elles se sont battues pour le droit à la contraception, elles se sont battues pour le droit à travailler sans l'autorisation de son mari. On oublie tout ça. On a presque tout oublié. On a presque tout oublié. Elles se sont battues pour tout ça, et elles se sont aussi battues pour avoir le droit de travailler comme des hommes, de vivre comme des hommes, d'avoir une vie qui leur ressemble. Et dans tous ces droits-là, il y avait aussi l'idée qui est discutable, et on a raison de la discuter, mais on peut aussi essayer de comprendre. Il y avait cette idée que on a acquis le droit de foutre une claque si on nous fait chier, pardon de le dire comme ça, mais on a acquis le droit de ne pas être des petites choses fragiles. Voilà, je pense, je veux pas parler pour elle, mais c'est comme ça que j'ai eu l'impression qu'elle le vivait, c'est-à-dire que elles avaient l'impression d'avoir fait tellement de chemin pour ne plus être considérées comme des petites choses fragiles, ne plus être considérées comme des faibles femmes qui restent à la maison, qu'elles avaient le sentiment que tout à coup il y avait comme ça une nouvelle génération qui n'était plus capable de se défendre autrement qu'en hurlant dès qu'on leur mettait une main sur le genou. Force est de constater quelques années plus tard qu'elles avaient en partie raison. Pardon, mais il faut être un peu honnête. Quand on voit aujourd'hui certaines plaintes et certaines revendications, et moi je me suis retrouvée sur des plateaux télé à débattre avec certaines féministes qui considèrent par exemple qu'il est parfaitement normal qu'un homme se retrouve avec une plainte pour
abus de consentement Oui. parce que au cours d'une soirée étudiante, le garçon dit à la fille t'es tout à fait le genre de fille avec qui je pourrais passer ma vie, que la jeune fille a une histoire sexuelle la nuit avec le jeune homme, et que 2 semaines plus tard, le garçon se dit que la vie finalement c'est long et que il met fin à l'histoire. Et la jeune femme porte plainte pour abus de consentement parce Oui. que s'il ne lui avait pas dit ça, elle n'aurait pas voulu coucher avec lui. Ouais. Bon, je me suis retrouvée face à des féministes qui m'ont dit je ne vois pas où est le problème, il faut faire attention à ce qu'on dit quand on essaye de draguer une fille. Bon, moi je veux bien, mais à ce moment-là, on est tous coupables de promesses non tenues, on est tous coupables de promesses d'éternité, en tout cas, rares sont ceux d'entre nous qui avons épousé le premier petit copain que nous avons eu. Donc voilà, force est de constater qu'en tout cas, dans certains cas, Oui. heureusement marginaux, leurs craintes étaient justifiées. Pour les autres, je pense qu'il suffisait de rétablir le dialogue, Oui. d'essayer de dire que oui, ces femmes se sont battues et elles ont obtenu des droits fondamentaux et peut-être qu'on pourrait commencer par leur dire merci. Vraiment, Peut-être. c'est la moindre des choses. En tout cas, qu'on n'oublie pas. Qu'on n'oublie tout pas et ce qu'on qui a se été permette fait pas, avant. comme on le fait aussi avec Elisabeth Badinter, qu'on ne Oui. se permette pas d'effacer tout ça, de gommer tout ça et de dire de ces femmes qu'elles ne sont pas féministes. Je trouve que c'est une insulte à leur Est-ce que parcours. tu trouves donc que, C'est- enfin, Juste, je voudrais finir Oui. sur un truc. On pourrait reconnaître ça et juste leur expliquer. Vous êtes battus pour avoir le droit de donner des claques. oui. Accepter qu'il y ait une nouvelle génération qui se batte pour ne pas avoir besoin de donner de claques. C'est ça l'histoire. Peut-être finalement établir un certain équilibre. Voilà. D'où le fameux dialogue. Et établir un équilibre et peut-être aussi se remettre en question et considérer qu'effectivement nous ne sommes pas non plus des petites choses fragiles et que parfois une claque vaut mieux qu'une plainte. Est-ce que les féministes, tu penses, le féminisme d'aujourd'hui, en tout cas les féministes, sont des hypocrites? Parce que les féministes d'aujourd'hui sont peut-être des femmes qui hier n'ont pas réagi quand certaines choses se sont passées, que ce soit, là je vais aller encore beaucoup plus large, l'affaire Monica Lewinsky, etc. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se lèvent et qui disent MeToo, mais qui à cette époque étaient les premières à... Alors À déjà, taper. les féministes, je vais pas toutes les mettre dans le même sac parce qu'il y a beaucoup de courants féministes différents et même néo-féministes, c'est que j'ai beaucoup utilisé et finalement assez impropre parce que je rencontre des très jeunes féministes qui sont cortiquées, nuancées, mesurées, déterminées, Oui. honnêtes, universalistes, enfin voilà. Mais néanmoins, il y a toute une partie des féministes. Alors moi, je vais pas leur reprocher de ne pas avoir réagi à une époque et de réagir maintenant parce que Non, on peut-être pas de évolue ne pas tous. avoir réagi, mais d'avoir pris la pierre et de l'avoir lancée. Oui, mais j'arriverai jamais à en vouloir à quelqu'un qui progresse. D'accord. C'est tant mieux si les gens progressent. Je vais même vous dire, je ne citerai pas de nom, mais il y a un journaliste très connu qui aujourd'hui est sans doute un des journalistes que je respecte le plus en France Oui. et en tout cas quelqu'un avec lequel je partage quasiment toutes mes idées sur et le féminisme et la société en général et l'égalité, voilà, et tous ces combats-là. En 2011, ça a sans doute été un des, sans le savoir peut-être, enfin sans s'en rendre compte à ce point-là, un des plus violents vis-à-vis de moi. Vraiment. Mais il a évolué. Il a évolué. Donc on peut se réconcilier avec un détracteur. Bien sûr, je pense que il fait partie de ceux qui ne comprenaient pas pourquoi on pouvait porter plainte très longtemps après. Oui. Je pense qu'il fait partie de ceux qui avaient l'impression que systématiquement, si on portait plainte contre quelqu'un connu, c'est qu'on voulait soi-même être connu ou qu'on voulait se mettre en avant ou qu'on voulait, voilà. Et je pense aussi, la nuance, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que je demande souvent, ou j'attends souvent, ou j'espère souvent des féministes qu'elles soient un peu plus nuancées dans leur approche des choses. Oui. Ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que il y a eu tout un tas de réactions qui manquaient elles aussi de nuances. Oui. Et je pense que voilà, les nuances, ça s'apprend, ça se découvre, parce qu'il faut comprendre toutes les subtilités de la vie, des choses, de la loi, des situations, de ces situations très particulières. Oui. Faut beaucoup
travailler dessus pour comprendre qu'il y a énormément de nuances à apporter. Et voilà. Donc c'est pour ça que jamais je ne jetterai la pierre à quelqu'un qui évolue et qui peut même passer de quelqu'un qui jetait des pierres à quelqu'un qui aujourd'hui prend la défense. En revanche, j'ai beaucoup de mal avec les féministes qui ont des indignations à géométrie variable. D'accord. J'ai beaucoup de mal avec les féministes qui vont essentialiser dans le sens où, comme l'intersectionnalité veut que chacun se tienne la main et que toutes les catégories de victimes s'entraident, donc les victimes de racisme, les victimes de, je sais pas moi, de grossophobie, les victimes d'homophobie et les victimes de sexisme, j'ai beaucoup de mal avec les féministes qui vont trouver toutes les excuses du monde à un violeur s'il est musulman, mais aucune excuse à un homme blanc de plus de 50 ans qui va mettre sa main sur un genou. Ça, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec les féministes qui vont dénoncer à juste titre le sexisme qu'elles peuvent observer autour d'elles en France, mais qui vont tolérer le sexisme d'un pays comme l'Iran ou l'Afghanistan au motif qu'elles ne veulent pas juger une religion, fût-ce cette religion dans sa version extrémiste, imposer un apartheid sexuel. J'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal, et que ce soit les trois religions, j'ai beaucoup de mal avec les féministes ultra-cathos qui vont parfaitement tolérer le sexisme du moment qu'ils proviennent de traditionalistes lefèvristes qui vont considérer qu'une femme n'a qu'une place possible, c'est à la maison et dans sa cuisine et à porter des enfants. Alors quand elle veut le faire, c'est très bien, mais enfin quand c'est la seule perspective d'avenir qu'on lui offre, qu'on lui impose, on va même plus dire, c'est quand même compliqué. J'ai beaucoup de mal avec ces féministes qui vont, quand on dénonce par exemple un régime comme le régime islamique d'Iran, qui est un régime qui torture les femmes, qui leur impose un apartheid de genre, qui leur fout un voile sur la tête sans qu'elles aient l'occasion de dire quoi que ce soit, et si elles le portent mal, elles finissent tuées par la police des mœurs. J'ai beaucoup de mal avec ces féministes qui ne s'occupent pas du tout de ça et qui vont nous faire des journées entières sur l'écriture inclusive en expliquant que ce sont des hommes qui ont décidé un jour que le masculin l'emportait et que les normes orthographiques sont la preuve d'un patriarcat qui vont être omniprésent et qui vont être silencieuses face à ça et qui vont être silencieuses. J'ai beaucoup de mal. J'ai trouvé en France des féministes pour défendre l'excision. Enfin, comment on peut imaginer ça? Comment on peut m'expliquer qu'il faut respecter des cultures et que l'excision c'est culturel? Bah non, en fait, l'excision c'est une torture exercée sur les femmes. C'est une mutilation. C'est une mutilation. Enfin, je peux pas imaginer parce que ça revient à quoi? Pourquoi tout ça me choque et pourquoi tout ça pour le coup ça me remue le ventre? Parce que ça revient à dire qu'il n'y a pas une définition de la liberté, il y en aurait plusieurs. Il y aurait une définition de la liberté pour les Françaises blanches, cisgenres, je sais pas quoi. Une définition de la liberté pour les Iraniennes, une définition de la liberté pour les Afghanes, une définition de la liberté pour les musulmans, une définition de la liberté pour les Juifs, une définition de la liberté pour les cathos. Non, en fait, être libre, c'est faire ce qu'on veut. En fait, il faudrait pouvoir s'indigner face à toutes les formes d'injustice. Face, en tout cas, à toutes les formes de soumission obligatoire d'un sexe sur l'autre, ou d'ailleurs d'un humain sur un autre. Enfin, c'est pour moi, on doit. C'est pour ça que pendant des années, mais vraiment des années, ça a été très très long. J'ai eu beaucoup de mal presque à avouer, à dire que j'étais féministe, parce que je considérais que je suis pas féministe pour défendre les droits des femmes. Je suis pour l'égalité de tout le monde. Je suis universaliste en fait. En fait, c'est bien plus que féministe. Oui, universaliste. Je suis universaliste. Je n'accepte pas qu'on fasse une hiérarchie entre deux êtres humains, que ce soit parce qu'il y en a un qui est une femme et l'autre qui est un homme, que ce soit parce qu'il y en a un noir, un blanc, que ce soit parce qu'il y en a un grand, un petit, que ce soit parce qu'il y a un homo et un hétéro. Mais ça va dans tous les sens.
je ne supporte pas l'antisémitisme, mais je ne supporte pas le sexisme. Je ne supporte pas l'homophobie, mais je ne supporte pas non plus, je sais pas comment on pourrait. Je sais pas. Ouais, mais le fait qu'on s'en prenne à tous les cisgenres, Oui. je supporte pas en fait. Tous les êtres humains doivent être considérés comme étant des êtres humains et ils doivent être jugés pour une seule chose, c'est ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, leurs actes, leurs paroles. C'est ça, on juge les gens sur ce qu'ils disent et sur ce qu'ils font. Oui. On juge pas les gens sur ce qu'ils sont et en ça, je suis beaucoup plus badintériste que je ne suis de certaines de ces nouvelles féministes qui donnent de la voix. D'ailleurs, on va peut-être rendre hommage à Toumaj Salehi. Oui, Toumaj Salehi qui depuis le 23 avril est condamné à mort par le régime islamique d'Iran. Oui. Et j'ai été très choquée d'ailleurs parce que ça commence à faire un peu de bruit, mais si peu. Il faut savoir que le régime islamique d'Iran, c'est une théocratie, c'est vraiment une dictature de mollahs et d'un ayatollah qui brime son peuple, Oui. que ce peuple, depuis le 16 septembre 2022, depuis la mort de Mahsa Amini, Oui. qui a été assassiné par la 2022, police pour un voile mal mis. mis. Exactement. C'est même pas un voile pas porté, c'est un voile mal mis. Depuis, il y a une révolution qui Oui. se déroule encore pendant qu'on se parle en Iran, où tout le peuple veut, en tout cas une majorité du peuple iranien veut renverser ce régime. Faut savoir qu'en 2023, en répression de cette insurrection populaire et de cette révolution populaire, il y a 853 personnes qui ont été exécutées par le régime de l'ayatollah Khamenei, et que là, il y a ce rappeur, Toumaj Salehi, qui, dès les premiers jours de septembre 2022, a chanté la révolution en cours, a soutenu ce qui était au départ la première révolution féministe du monde, Oui. parce qu'au départ c'était vraiment ça. Et pourquoi je dis au départ? Parce qu'aujourd'hui c'est devenu une révolution totale, c'est-à-dire que les hommes ont supporté les femmes dans leur combat et c'est devenu une révolution de la société qui veut vraiment changer. Et donc il a chanté ça, il a été emprisonné pour ça, puis Oui. relâché, emprisonné, relâché. Et Enfin, aujourd'hui, voilà. il est Et emprisonné, aujourd'hui, incarcéré, torturé, il est emprisonné, torturé, et depuis le 23 avril, condamné à mort. il est condamné à mort. Et en fait, j'ai été très choquée. Alors d'abord, il faut savoir que pourquoi le 23 avril? Parce que le 24, c'était le début des examens pour les étudiants iraniens. Et donc, comme Toumaj est un peu le héros de la jeunesse, Oui. d'abord, ça leur a coupé les jambes avant d'aller aux examens. C'est affreux. Et en plus, il s'assurait qu'il n'y ait pas une réaction dans les rues dès le lendemain, puisque par principe, C'était bien vu. voilà, les étudiants étaient en train de passer leurs examens. Oui. Et j'aurais souhaité, et je me suis imaginé avec beaucoup de naïveté, que tous les rappeurs du monde allaient s'unir, allaient faire... Ils ont été capables pendant le confinement tous de faire des chansons à distance, de faire des clips Oui. à distance où chacun faisait une parole et tout. Pas que les rappeurs, hein, les chanteurs. Mais là, pourquoi tous les rappeurs peuvent pas faire un grand mouvement de solidarité, un chant de solidarité, une mobilisation de Nous les solidarité? invitons. C'est une invitation. Mais oui, vraiment. Voilà. Il y a eu en France, il y a eu 3 rappeurs qui assez vite, on va dire, se sont manifestés. Il y a eu Stomy Bugsy, Cool Chain et Joey Starr. Oui. Autant dire 3 rappeurs de mon époque. On va le dire comme ça. Où est la nouvelle scène? Où sont tous ces nouveaux rappeurs qui passent leur temps à s'insurger pour tout le temps? Où ils sont? Pourquoi personne ne dit rien? Nous Parce les que invitons en tout cas c'est vraiment, à voilà. saisir le mouvement. Et au-delà d'ailleurs, Oui. les gens, le monde, nous, il y a quand même, on parle d'un homme qui va être exécuté. Parce qu'il est le parce qu'il a porte-voix soutenu il soutient des femmes. voilà, et en qu'il plus, veut mettre la fin. liberté. Exactement. C'est vraiment un homme qui a soutenu la liberté et qui a pas soutenu la liberté en voulant assassiner des gens, Bah non. en chantant. Oui. En chantant, c'est de ça dont on Et parle. s'il meurt, ce serait l'échec d'une société. Bien sûr. Véritablement. C'est vraiment l'échec du monde libre. Oui. Et de la capacité de l'art à se mobiliser. Ça voudrait dire vraiment que les artistes, tout artiste confondu pour le coup, pas seulement les rappeurs, Oui. mais ça voudrait dire que les artistes n'ont plus cette capacité à voir plus grand qu'eux, à se mobiliser pour des choses tellement importantes. D'ailleurs, il dit, la plume qui ne dit pas ce que le peuple subit devrait être cassée. Exactement. On va arriver presque vers la fin. On va revenir à quelque chose peut-être de plus intime, de plus personnel, si tu me permets. Tristan, maman.
Je sais que ton aventure de la maternité n'a pas commencé sous de bons auspices, que tu as été abandonnée quasiment. Ça a commencé par un échec. Par un échec. Je vais te laisser donc peut-être en parler beaucoup mieux que moi. Oui, c'est-à-dire et comment tu l'as vécu et comment tu t'en es sortie et comment aujourd'hui ça t'a peut-être rendue plus forte. Ah, mais ça aussi, c'est la preuve qu'il n'y a pas de véritable échec. D'autant qu'il faut savoir que moi, je suis née d'un père qui est parti vraiment à ma naissance, Oui. que j'ai vu quelques fois dans ma vie bien plus tard, mais qui vraiment est parti à ma naissance. Et je m'étais toujours dit que ou je n'aurais pas d'enfant, ou en tout cas si j'en avais, je ne lui ferais pas subir ça. Oui. Trouve enceinte de façon parfaitement voulue avec mon compagnon de l'époque qui voulait lui aussi absolument un enfant, et il me quitte la nuit de l'accouchement, enfin quelques heures avant l'accouchement, sachant que c'était un accouchement programmé. Donc en matière d'échec, on est bien, on est c'est du solide, on est en plein dedans. Et voilà, et je suis complètement désemparée parce qu'en plus je m'étais dit que n'étant moi-même pas sûre d'être une mère parfaite, j'avais un père derrière qui lui serait vachement mieux que moi. Et résultat, je me retrouve toute seule avec ce tout petit bébé, et donc je pleure. Et donc là, on est dans le dur de l'échec vraiment. Et je me souviens que je dis à mes très proches, je leur dis, même ça, je l'ai raté. C'est le seul truc qu'il fallait pas rater, je l'ai raté. Et puis finalement, la vie a bien plus d'originalité que nous, puisque je rencontre celui qui est le père de ma fille, finalement. Aujourd'hui, ma fille a 8 ans. Je le rencontre, elle a un peu moins de 3 mois. Oui. Et je le rencontre, je ne cherche pas un père pour ma fille. Vraiment pas. Parce que il m'a fallu 3 mois, mais je commence à être bien avec ma fille. Je commence à me faire à l'idée que je suis une mère célibataire avec ma fille. Je commence à trouver mon équipe. Donc, je n'ai vraiment pas envie de prendre le risque d'une nouvelle histoire avec un homme. Et voilà. Et je tombe sur lui, qui s'appelle Pierre, et qui tombe tout aussi amoureux de la mère que de la fille. Ce qui, au départ, m'inquiète parce que je prends le temps de me mettre bien au calme en disant, il ne faut pas que tu l'aimes parce qu'il aime ta fille. Très important. Et après avoir bien réfléchi avec moi-même, je m'aperçois que non, peut-être voilà, d'un côté, c'est ta fille qui l'a choisi. Alors ça, c'est ce que j'ai fini par écrire dans un livre, mais c'est aussi la liberté du romancier. Et je suis rentrée dans l'histoire, moi. Alors le problème, c'est que maintenant ma fille y croit. Et que ma fille moi j'y crois moi aussi. Et que ma fille me dit, j'ai quand même bien choisi papa, hein. Et j'ai un peu choisi quand même, hein. Non, pardon, mais tu nous as embarqués dans une histoire, moi j'y crois mais à fond. Non, c'est vrai que si ils s'étaient aimés comme ils se sont aimés, mais que moi je n'étais pas tombée amoureuse de lui, je n'aurais pas hésité 30 secondes à mettre fin à l'affaire. Vraiment. Ouais. Je n'aurais jamais construit quelque chose avec un homme uniquement pour, je suis peut-être trop égoïste pour ça, hein, je sais pas, mais pour amener un père à ma fille, ou uniquement parce que ça remplissait une case qui venait d'être libérée. Jamais. Je crois que peut-être je suis trop égoïste pour ça, je sais pas. Mais en tout cas, je l'aurais pas fait. Il se trouve que l'histoire a été merveilleuse parce que je suis tombée très amoureuse de lui, et que lui qui n'avait pas du tout d'envie d'enfant, rien de tout ça. C'est quelqu'un qui sortait régulièrement, qui vivait une vie de mec célibataire, quoi, et qui pensait pas du tout à la paternité, pardon, mais vraiment pas du tout. Et il le dit souvent lui-même, c'est parce que c'était ce bébé, c'est parce que c'était elle, et c'est parce que c'était nous, et c'est parce que ça s'est trouvé comme ça. Et pourquoi je dis que finalement les échecs n'en sont pas, c'est que je suis absolument convaincue. Donc ma fille a grandi, elle a toujours connu son histoire, toujours. Elle sait qu'elle a un père avec qui elle partage la couleur des yeux. Le hasard veut ça, mais pas le sang. Et une mère avec qui elle partage le sang, mais pas la couleur des yeux. Ils ont tous les deux des grands yeux vert pâle bleu. Donc elle a toujours connu son histoire, mais elle n'a jamais vu son géniteur, et son géniteur n'a jamais donné de signe de vie, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, et c'est sans doute involontairement, mais un grand cadeau qu'il nous a fait, parce que la vie s'est construite avec son père. Et elle a une passion pour son père, et il aime passionnément sa fille, et les choses se sont construites d'ailleurs de telle sorte que quand j'ai sorti le livre dont tu parles,
Tenir un papa par la main. Ouais. Et c'est alors un roman que je recommande mais 1000 fois. Là, quand j'ai sorti Prendre un papa par la main, Prendre un papa par la main, quand je l'ai sorti, on s'est trouvé énormément de similitudes de vie avec des couples homosexuels que je ne connaissais évidemment pas, mais qui m'ont envoyé des courriers. Oui. Parce que, évidemment, ça pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une famille? Est-ce que ça passe par les liens du sang? C'est quoi être un père? Exact. Est-ce que être un père, c'est aider un enfant à grandir et être son tuteur quelque part dans sa croissance? Oui. Est-ce que c'est partager tous les moments importants de son début de vie avec lui, ou est-ce que c'est partager le même sang? En tout cas, la réponse que j'ai donnée moi à ma fille, parce que je voulais pas du tout qu'il y ait de tabou, je voulais pas qu'il y ait de non-dit, et je lui ai dit, tu sais, ma chérie, elle était toute petite, et aujourd'hui je lui dis avec des mots différents, mais c'est la même chose. Je lui ai dit, tu sais, parfois on veut avoir des enfants, mais on veut pas être papa. Oui. Et parfois, on veut avoir des enfants et on veut être papa. Toi, t'as eu quelqu'un qui voulait que t'existes, je voulais pas qu'elle pense qu'elle était un accident. C'était faux d'ailleurs, elle était pas un accident. Je lui ai dit, toi, t'as eu quelqu'un qui voulait que t'existes, mais il voulait pas être papa. Et papa, il est arrivé, c'est devenu ton papa. Mais pour ton petit frère, papa, il voulait qu'il existe et il voulait être son papa aussi. Donc en fait, j'ai essayé de dissocier le fait de faire un enfant et le fait d'être père. Parfois, c'est la même personne qui tient ces deux rôles. Et parfois pas. C'est parce que je voulais pas non plus lui expliquer que son cas était la normale et que tous les autres cas n'étaient pas normaux. Ce serait faux et je lui dis, la plupart du temps, tu verras autour de toi, c'est souvent le même monsieur qui veut avoir des enfants et être papa. Oui. Mais parfois pas. Et toi pas. En tout cas, elle a une belle histoire et un beau bouquin de témoignages. Elle adore son histoire, elle adore la raconter avec ses mots à elle, qui sont assez drôles parce qu'elle a tendance à dire on était sur le trottoir avec maman et puis on a croisé papa et il m'a vu, il m'a dit je veux être son papa. Voilà, c'est un petit peu schématique. Mais il est vrai qu'on s'était donné rendez-vous sur le trottoir. Exactement. Tristan, on arrive à la fin de We Talk et juste avant de se quitter, il y a on va dire les 5 dernières minutes où je dis on parle vrai, bon, même si on a parlé vrai tout le long, le True Talk où je pose quelques petites questions. J'aime dire on ne se fait pas seul. Il y a des détracteurs, et il y a des gens il y a un homme providence qui croit en nous, et il y a différentes situations comme ça que l'on rencontre dans la vie et qui nous permettent de devenir la personne que l'on est aujourd'hui. Toi, dans quelle situation, la pire des situations dans laquelle un détracteur t'a mise aujourd'hui du haut de tes on ne dit pas les chiffres. 45 ans dans un mois. De tes 45 ans. Voilà. Quelle est la pire situation dans laquelle un détracteur t'a mise et comment tu t'en es sorti? Alors détracteur, c'est pas forcément le terme, mais il y a quelques années, j'ai beaucoup combattu pour que le seuil de non-consentement des mineurs à un acte sexuel soit ramené à 15 ans, alors qu'il avait été voté à 13 par le Sénat, et je voulais qu'il soit ramené à 15 ans et à 18 en cas d'inceste. Bon, ça serait un peu long d'expliquer, mais les hasards de la vie ont voulu que j'ai porté ce combat, qui était celui de plein d'associations, de plein de monde, de plein de personnalités et de plein de gens anonymes. Et il se trouve que j'ai porté ce combat-là. Et dans ce combat, mon ennemi de départ, c'était le garde des Sceaux. Très légitimement. Éric Dupond-Moretti. Et en réalité, grâce à lui et grâce au fait qu'il m'a opposé tous les problèmes juridiques que ça pouvait poser, on a travaillé. Et on a fini, surtout lui, ses équipes, mais notre opposition de départ a fini par générer la nécessité de trouver des solutions à des points, on s'est opposé au départ, en s'opposant, on a trouvé les points précis qui nous opposaient, qui nécessitaient de trouver des solutions. Et il a pu faire travailler ses équipes sur ces points précis. Et au final, on a tous avancé ensemble. Tous. Comme quoi. Et en fait, ça a poussé à aller encore plus loin. Une opposition de départ a poussé à finalement faire avancer le droit et faire avancer la loi. Et on a obtenu les 15 ans et le seuil à 15 ans et à 18 en cas d'inceste. Et cette opposition de départ avec le garde des Sceaux a pointé les problèmes qu'il y avait à vouloir faire évoluer la loi sans prendre en compte les contraintes
juridique. D'accord. Et je lui dois vraiment d'avoir compris les blocages, compris que ça n'était pas une opposition de principe, mais une opposition parce qu'il y avait des vrais enjeux juridiques et des vrais, des vrais. On peut pas faire ce qu'on veut avec le droit et avec la loi. De toute façon, sinon le Conseil d'État nous retoque et on a tous travaillé pour rien. Bien sûr. Et voilà. Et cette opposition de départ et son intelligence dans cette situation m'ont permis de comprendre ce qu'il fallait changer, ce qu'il fallait faire évoluer, m'ont permis de discuter avec les associations et tous ensemble, on a pu, avec les équipes d'Éric Dupond-Moretti, avec les équipes d'Alexandra Louis, qui étaient rapporteurs du projet, ont pu faire avancer cette loi. Et ça m'a appris que les oppositions peuvent être très riches dès lors qu'elles sont argumentées. Ah, c'est beau. Et on en arrive toujours au problème que j'ai avec le dogmatisme finalement, c'est que le dogmatisme ne se soucie pas d'arguments. Non. La vraie opposition argumentée, on en sort tous enrichis, et en l'occurrence là c'est ce qui s'est passé, et on a tous pu avancer dans le même sens et faire avancer la loi et donc la vie de la société. Le dogmatisme, c'est quelque chose où vu qu'il n'y a pas d'argument, c'est d'une stérilité c'est très incroyable. Sentencieux. Et c'est, extrêmement sentencieux. Une personne peut-être, un homme providence, une femme providence, quelqu'un qui a cru en toi, envers et contre tout. Et alors en général, je dis qui t'a ouvert la porte alors que personne ne croyait en toi, etc. Alors quelqu'un qui s'est dit moi je vois quelque chose alors que personne n'aurait pu te donner ta chance à ce moment-là, qui s'est dit je crois en ce qu'elle fait, en ce qu'elle est, et moi je lui donne sa chance. J'ai pas eu ça vraiment, mais par exemple en 2011, au moment de l'affaire DSK, je vois un jour à la télévision, je sais même plus où j'étais, un plateau. Et je vois une femme qui tout à coup dit exactement ce qu'il faut dire sur ce qui est en train de se passer, exactement ce qu'il faut dire sur moi, exactement ce qu'il faut dire sur le moment qu'on est tous en train de vivre. Et cette femme, elle s'appelle Caroline Forest. Et on se rencontre par la suite. On a partagé bien des batailles et des moments et des convictions. Et aujourd'hui, on travaille ensemble. Et c'est vraiment quelque chose... Il y a peu de personnes avec lesquelles j'ai aussi peu d'écart dans ma façon de, pas nécessairement de voir chaque sujet parce qu'on a des désaccords, mais de concevoir le débat et de concevoir, en tout cas la vie de notre société. J'ai un très 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 grand respect pour Caroline et c'est en plus un très grand bonheur de travailler avec elle. Donc voilà, donc j'ai pas la personne qui a cru en moi dès le départ ou quoi que ce soit, mais j'ai la rencontre de conviction qui est devenue un combat commun. J'ai je ressens ça avec d'autres personnes, avec mais pas avec j'ai Sophia Aram, il s'est passé un peu le même genre d'aventure où tout à coup elle fait sur France Inter cette chronique tellement juste au moment de l'affaire DSK et où on se rencontre après et où on a de cesse de partager des combats depuis et où il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille à cigarette entre nos convictions et notre vision du monde qui nous entoure, ce qui nous empêche pas parfois les désaccords, mais sur ce qui est important, évidemment, mais sur l'essentiel, on est parfaitement raccord et même sur l'accessoire, on a peu de désaccords quand même. Mais voilà, peut-être Eindhoven, mais c'est plus le titre d'un film qui résume peut-être bien ta personnalité, ton parcours. Peu importe ce qu'il dit le film, mais voilà, un film. Un film. Ouf. En t'écoutant, il y a un titre qui m'est venu progressivement. Je l'avais pas avant, et là, je pense que. Alors, je vais peut-être avoir besoin d'aide. Parce que moi, les films que j'aime, c'est des films qui sont
c'est plus des films qui racontent des destins et qui sont un peu déjantés. J'ai adoré Million Dollar Hotel de Wim Wenders. J'ai adoré Itinéraire d'un enfant gâté dans un autre genre. Oui. J'aime bien les parcours de vie. J'aime bien, mais qui n'ont rien à voir avec moi en fait. Moi, je dirais pour toi Erin Brockovich. C'est flatteur, merci beaucoup. Mais je crois que vous portez en termes de conviction. C'est un grand costume pour moi quand même, Erin. Oh, je pense que tu te vois trop petite pour la grande personne que tu es. Et c'est vrai que pour moi, le cinéma, c'est quelque chose qui m'éloigne tellement de moi que je me cherche pas dans. Et puis j'ai pas cette arrogance ou cette prétention là. Je suis très modeste sur ce qu'on fait. On essaye modestement de faire notre part et c'est déjà voilà. C'est déjà beaucoup. Même quand je le dis, j'inclus entre guillemets la bande avec moi. Moi toute seule. Voilà, on essaye de faire notre part et de faire. Et on a besoin des gens comme vous. Bah merci. Si je devais te souhaiter quelque chose pour la suite, pour l'après, pour demain et le futur, de rester libre. Alors c'est ce que je te souhaite. Garde ta liberté d'expression, de parler, de conscience, parce que ça fait énormément de bien. Merci beaucoup. We Talk est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté. Donc si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes, 5 étoiles, ça me fera énormément plaisir. Et bien sûr, ça aidera We Talk à grandir. Et si vous avez des suggestions d'invités que vous souhaitez écouter, ça se passe sur Instagram, WeTalk-8 TV. À très bientôt.